Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la big review de WWE Royal Rumble 2021. La Road to WrestleMania démarre maintenant. Donc un show qui est toujours très attendu. Preuve en est d'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier, puisque j'ai eu l'immense surprise de voir plus de pratiquement 400 vues sur ma vidéo pronostic du Rumble, donc c'est complètement imprévu, inattendu, et c'est même historique. J'ai jamais fait une vidéo pronostic aussi regardée. Preuve que probablement que le Rumble intéresse toujours beaucoup de monde, qu'il y a eu un effet Rumble probablement, parce que c'est quand même toujours la hype, ce pay-per-view, quoi qu'on en dise. Et quoi que fasse la WWE actuellement, notamment en mal, parce qu'il faut le dire, ils font beaucoup de choses mal actuellement, il y a quand même encore une magie qui opère et qui existe encore, donc c'est tant mieux. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour toutes ces vues, donc j'espère que vous écouterez nombreux ma review. Je ne pense pas qu'on fera autant, mais voilà, c'est pas très grave, parce que là on est parti quand même sur des bases élevées. Alors ce pay-per-view, on a juste ajouté un match par rapport à ma vidéo pronostic. C'est le match entre Banks et Carmella qui était déjà plus ou moins dans les tuyaux, mais qui n'avait pas été officialisé bizarrement, même s'il avait été évoqué dans le SmackDown d'il y a 2 semaines, mais il n'y avait pas eu de visuel, la WWE n'avait rien officialisé. Ça a été fait par la suite, donc on a juste rajouté un match, et puis bien sûr on a ajouté les participants dans les deux Rumble, forcément, mais il en restait quand même une bonne poignée d'inconnus, toujours pareil, pour la surprise. Et on aura aussi appris, donc comme je vous disais dans ma vidéo prono, c'est que Backstage, l'émission Backstage qui faisait son retour pour un soir là, la veille du Rumble, donc dans la nuit de samedi à dimanche, on devait nous annoncer les numéros 1 et 2 féminins et le numéro 30 masculin, sauf que ils ont finalement inversé les choses, et ils ont décidé finalement de révéler les numéros 1 et 2 masculins et la numéro 30 féminine dans un match entre Natalya et Tamina. On reparlera de tout ça le moment venu, quand on parlera du Rumble. La tête surprise, c'est la relégation finalement d'un match en kick-off. Ils n'en ont pas ajouté finalement. C'est tout simplement, on va en parler tout de suite, allons dans le vif du sujet. C'est le match tag team féminin, donc pour les titres, entre Asuka, Charlotte Flair d'un côté et Nia Jax et Shayna Baszler de l'autre. Je m'y attendais pas forcément. Maintenant, bon, vu l'importance des titres féminins, tag team, ce qu'ils en font, finalement, c'était pas plus mal, surtout pour la qualité du match en lui-même, qui aura duré 10 minutes 33 exactement, donc on leur a laissé quand même un peu de temps. Alors, j'ai encore une inquiétude par rapport à Nia Jax, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça, mais elle porte encore un sit-out powerbomb, encore très très limite, où Jax encore vraiment frappe durement la tête d'Asuka au passage, et elle va rester quand même un moment à l'extérieur, donc à ce moment-là, je m'inquiète encore. Heureusement, on la reverra plus tard, mais c'est incroyable. Vous allez croire que je m'acharne, mais je suis désolé, je ne fais que relever les faits, tout simplement. Donc, alors évidemment, on attendait, j'en ai pas reparlé dans ma vidéo pronostic, mais évidemment, par rapport à la storyline avec Ric Flair et Lacey Evans, on les attendait, pour distraire Charlotte notamment. C'était le truc à prévoir, et on les aura bien eus ici, puisque Evans est arrivé avec donc la musique de Flair. Elle porte le peignoir de Flair, évidemment, une nouvelle provocation, comme elle avait pu le faire déjà une fois à Raw. On voit Evans qui est au bord du ring. Là-dessus, on comprend déjà la fin. Figure 8 de Charlotte sur Shayna Baszler. Evans qui casse la prise elle-même dans le dos de l'arbitre. Ric Flair à ce moment-là arrive à l'extérieur. Il donne un coup de poing américain à Evans en cachette. Et Evans porte une Women's Right sur Charlotte dans le dos de l'arbitre, car il était distrait par Nia Jax. Leg drop, alors c'est dégueulasse, de Jax sur Charlotte. 1, 2, 3, nouvelle championne, comme je vous l'avais pronostiqué. C'était le bon choix à faire pour libérer Asuka et Charlotte de ces titres tag team complètement inutiles pour elle, et la lâcher en solo. C'est ce qu'il fallait vraiment faire. J'en avais ras le cul qu'elle porte ses ceintures tag team. Au moins on les rend à leur propriétaire précédent. Et même si je suis pas fan de l'équipe Jack Baszler, au moins
voilà, ils pourront peut-être au moins construire des feuds avec Brooke et Rose, avec Royce Evans, avec la Riot Squad peut-être plus tard pour le WrestleMania, ça c'est mon idée. Bref, ils peuvent faire d'autres choses comme ça, parce que de toute façon Jack Baszler, c'est parti pour être une tag team. Hein. Je suis désolé, hein, je ne vois que ça. Hein. Donc autant le faire, autant leur donner les titres. Et au moins on libère Asuka Charlotte, c'était la meilleure chose à faire. Puisque Jax Baszler, de toute façon, elles ne sont pas promises au titre suprême. On l'a bien compris, hein, notamment Baszler, qui était mise au placard justement avec cette tag team et avec les titres. On l'a mise au placard, on ne veut pas lui donner d'opportunité pour le titre. On a bien compris que c'était un pétard mouillé. Ils l'ont booké super fort au début, hein, il y a un an. Hein, elle est arrivée à la fin hein, du Rumble féminin. Elle avait éliminé tout le monde à l'Elimination Chamber. Elle avait fait des débuts tonitruants en mordant au sang Becky Lynch. Ouais, donc il y avait ce match incroyable à l'Elimination Chamber. Ouais, donc elle cogne tout le monde. Et ben, cette défaite contre Becky à WrestleMania, et puis depuis plus rien derrière. Hein. Donc ça aurait été une hype de 3-4 mois, hein, c'est tout, hein, pas plus. Et depuis, bah, il n'y a plus rien hein, pour Baszler. Hein. Il n'y avait plus rien de vraiment intéressant pour elle. Hein. Et bon, voilà, une fin de match overbookée, un nul à chier, mais qui fait sens au vu de ce qu'on voyait à Raw hein, dans la storyline. Le match, sinon, il est assez banal. Typique weekly. Si c'est pour faire ça, hein, je comprends mieux pourquoi on l'a mis en weekly. Hein. Pourquoi on l'a mis en kick-off. J'ai à nouveau trouvé Asuka pâle, assez fade à nouveau. Hein, il va vraiment falloir la remettre en selle. Hein. Et de remettre son titre en valeur aussi parce que là waouh, alors là c'est ce que je disais dans ma vidéo prono mais alors là qu'est-ce qu'elle est fade là, qu'est-ce qu'elle est rendue fade, c'est vraiment triste hein. Donc heureusement elle a encore sa ceinture donc il y a encore moyen de relever le niveau et d'en faire quelque chose mais putain va falloir travailler hein, parce que là c'est pas possible quoi. Donc j'espère que cette perte de titre va vraiment pouvoir la propulser quelque part mais j'ai peur toujours avec Alexa Bliss qui, en théorie, a toujours un rematch pour le titre. Hein. Donc ça va être compliqué. Et puis il y a Charlotte, bien sûr, qui là part toujours. Elle a continué sa feud avec Lacey Evans, en attendant peut-être justement Asuka à Mania. On n'en sait rien encore, mais en général, hein, une Charlotte n'est jamais bien loin d'un titre. Hein. Il faut le dire. Hein. Bref, la note, un petit 2 étoiles et demie, un match oubliable. Hein. Si vous l'avez pas vu, eh ben, vous ne ratez rien. Ce n'est pas la peine de le regarder. Allez, on va passer tout de suite à la carte principale. Hein. On connaissait déjà un peu l'opener, le match du milieu et le match de la fin. Hein. Il y avait déjà les premières news qui circulaient. Et on nous avait annoncé Drew McIntyre contre Goldberg pour le titre de la WWE en opener. Je m'y attendais pas nécessairement. Je voyais plus le match universel pour avoir un gros match voilà, bien impactant pour démarrer le show. Là, bah, on commence par le match, le semi-squash, le semi-squash, hein, on peut le dire, puisque 2 minutes 32, hein, 2 minutes 32, c'est le tarif Goldberg, hein, habituel. Le match commence d'ailleurs avant même son début officiel, avec un coup de boule de Drew sur Goldberg, et un spear, hein, étonnant de sa part, hein, Drew, hein, qui porte un spear, et ensuite, ça part à l'extérieur, Goldberg envoie Drew contre les escaliers d'acier, et envoie un gros spear à Drew contre la barricade qui explose. Donc on laisse un peu le temps à Drew de récupérer et de remonter sur le ring. Il est un peu sonné, l'arbitre vient voir que tout aille bien. Et cette fois-ci, on démarre, la cloche sonne, enfin. Et déjà, un Claymore, porté par Drew McIntyre, et un dégagement de Goldberg. C'est juste le seul homme avec Lesnar à avoir kick-out du Claymore. Hein, comme le rappelle Tom Phillips hein, aux commentaires. Donc c'est quand même quelque chose de rarissime de se dégager du Claymore. 2 spears ensuite de Goldberg. Et un Jack à merde. Hein, donc un Jack à merde assez moyen. Hein. Alors évidemment, il est bien moins pire que celui qu'il avait porté contre le Fiend. Ou même contre Taker. Hein, où il a même pratiquement pas pu réussir à le porter. Tellement il était sonné. Mais disons que la coordination était pas terrible parce que au lieu que ce soit lui qui s'écrase véritablement sur Drew lors de la réception, c'est d'abord Drew qui tape par terre et Goldberg qui arrive ensuite pour faire une espèce de comme un mini splash finalement. Donc la coordination était pas bonne, mais on va dire que voilà, au moins Drew en sort indemne, c'est déjà ça. Donc dégagement quand même de Drew là-dessus. Donc j'ai eu peur, j'avoue que j'ai eu peur sur ce moment-là. Sur ce coup-là. Esquive de Drew McIntyre ensuite sur un nouveau spear
de Goldberg. Drew ensuite l'attend dans le coin façon Edge là. On a l'impression qu'il ferait la même pose. Et ensuite, il s'élance. Claymore. 1, 2, 3. Terminé. Ciao la compagnie. Et merci Drew McIntyre. Au moins, ça aura été rapide. Je suis content du résultat. Drew a fait ce qu'il fallait. Il le fallait. On est content. Même si, pour ne rien vous cacher, j'avais pronostiqué donc la victoire de Drew McIntyre dans ma vidéo pronostic. Mais c'est vrai que plus les jours avançaient, plus je m'étais, je dois le dire, conditionné à la victoire de Goldberg en me disant attention parce que Goldberg, s'il le met déjà dans la Road to WrestleMania, s'il le met déjà au Rumble, c'est peut-être pas pour rien, c'est soit pour gagner le titre, soit pour aller chercher la victoire au Rumble. Donc j'ai commencé à me conditionner là-dessus et je me suis dit, si ça se trouve, l'idée, ce sera que Goldberg prenne le titre, que Drew McIntyre récupère une chance, par exemple, à l'Elimination Chamber et prenne sa revanche face à Goldberg à WrestleMania, devant cette fois-ci du public. C'était l'idée justement pour qu'il ait enfin sa pop, qu'il ne l'a pas pu avoir l'année dernière face à Lesnar. Cette fois-ci, il l'aurait eu face à Goldberg. Ça aurait eu du sens. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, j'aurais détesté évidemment que Goldberg prenne le titre, mais il aurait probablement joué son rôle de porte-ceinture. Comme il a pu le faire l'année dernière, hein, avec Strowman qui l'a récupéré à l'arrivée au lieu de Reigns. Il l'aurait refait ici. Voilà, ça aurait servi à Drew. Vu qu'on est assuré qu'il y aura du public à Mania cette année, voilà, ça aurait pu avoir du sens. Donc je m'étais préparé à cela. Et finalement, ils sont restés à la raison. Et ils sont restés finalement à l'idée assez simple, hein, finalement, de voir que c'était seulement, ils sont restés sur l'histoire de manque de respect. Et que finalement, voilà, l'idée c'était juste de dire, bon ben voilà, maintenant, t'as gagné mon respect, Drew, voilà, maintenant, on peut se faire un câlin, on peut se checker là, et voilà, bravo, t'as été le meilleur, point barre. Donc ça fait une espèce de, entre guillemets, de nouveau, enfin, de face turn si on peut dire, hein, parce qu'il n'était pas vraiment heel, c'est juste qu'il l'a un petit peu traché lorsqu'il a fait son retour, Goldberg, mais il est redevenu un peu plus sensé, on va dire, avec plus de respect cette fois-ci. Enfin, merci. Quant au match, hein, c'était exactement le canevas classique, des matchs à la Goldberg ou un peu à la Lesnar, mais surtout à la Goldberg, c'est-à-dire X croix X, hein, évidemment, hein, toujours pareil, enchaînement de finisher, de toute façon j'attendais rien d'autre que ça. Ceux qui aiment le bourrinage seront contents. Moi, j'ai vu ce match 100 fois déjà dans le passé. J'en peux plus, je connais par cœur ce mode opératoire, c'est bon, on en a vu des centaines dans le passé, Goldberg propose toujours les mêmes schémas de match de toute façon. Allez, bye bye, je mets un généreux 1,5 à ce match, comment je peux mettre plus sur un match 2 étoiles. Goldberg n'en pouvait plus, en plus après le match, hein, on l'a vu, il a fini à genoux même sur la rampe, il s'est carrément écroulé. C'est quand même bien triste de le voir comme ça. On l'a vu qu'il était vraiment diminué. Et comme d'habitude, il ne peut pas tenir plus de 5 minutes dans un ring, hein. On l'a bien vu, et je le dis à chaque fois. Il n'a plus là le cardio nécessaire. C'est tout. Donc, il a dans son contrat, hein, il doit avoir un deuxième match à faire dans l'année, hein, puisque normalement, jusqu'en 2023, c'est comme ça que ça doit se passer dans son contrat. Maintenant, est-ce qu'il va le faire son deuxième match, hein, vu l'état dans lequel il est fini, c'est même pas sûr, hein. Est-ce qu'il va faire un match à Mania, voire plus tard, on sait pas encore, hein. Voilà, faudra voir dans quel état il pourra le faire. Et puis c'est pour ça que finalement mon idée de carte théorique fantasy booking de WrestleMania, dans lequel je mettais un Goldberg contre la nouvelle forme de Wyatt, hein, dans un Dead or Alive match, peut-être dans un match un peu cinématique, moi je dis que ça resterait possible, hein. Ça pourrait au moins protéger justement Goldberg par rapport à son manque de cardio, hein. À la limite, moi je me dis pourquoi pas, hein, ça peut être faisable, hein. Bref, voilà, rien d'autre à dire. C'était un match assez pourri. Voilà, j'ai vibré, on va dire, une fois ou deux en ayant eu peur que Drew perde après le Jack à merde. Mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, match suivant. Sasha Banks contre Carmella pour le titre féminin de SmackDown. Donc le match qui a été ajouté finalement. Alors on a vu, hein, dans le dernier SmackDown que Banks avait fait une espèce de petit numéro de charme là, un peu à Reginald en coulisses. Et évidemment, en kick-off là, dans le kick-off du Rumble, on a vu Carmella dans sa loge avec Reginald, qui n'a évidemment pas aimé ça, hein, cette espèce de ce petit numéro de charme de Banks. Et elle lui a rappelé à Reginald, hein, que lui il bossait pour elle.
il bossait toujours pour elle. Reginald s'est excusé, il lui a promis de ne plus jamais recommencer. Mais voilà, on tisse déjà un peu la merde entre Reginald et Carmella, hein, comme d'habitude, hein, dans les duos qui viennent à peine de naître. On fout la merde. Je sais pas pourquoi, il y a cette lubie à la VVE, c'est incroyable. Le match en lui-même, 10 minutes 22, donc pratiquement, pratiquement dans les mêmes eaux que le kick-off. Reginald intervient vite dans le match, mais Sacha le repousse. Carmella se sert même de lui comme tremplin, hein, pour plonger sur Banks à l'extérieur. Carmella tente de nouer les cheveux de Banks aux cordes, tout en la trachant, en disant ouais je suis meilleur que toi, etc. C'est long, c'est chiant. Three Amigos, hein, de Banks, hein, toujours les hommages à Guerrero, à son idole. Banks projeté ensuite par Carmella hors du ring, mais Banks atterrit dans les bras de Reginald. Il se prend alors un ciseau de tête de la part de Banks. Et là, bizarrement, l'arbitre décide d'expulser Reginald et de lui mettre un carton rouge. Alors qu'il avait rien fait de mal, hein, il avait juste réceptionné Banks. Et il a rien fait, hein, il a rien porté, il a pas porté de coup, rien. Donc c'était n'importe quoi. Ça aurait mérité, allez, juste un carton jaune, pas plus. Mais pas du tout un carton rouge. Hein. Vraiment, monsieur l'arbitre, c'est n'importe quoi. Regarde la VAR, quoi. Et donc là, Carmella tente à ce moment-là un dive insensé sur Sasha Banks à l'extérieur et se plante lamentablement en tapant complètement à côté et en se pétant les cervicales. Ça aurait pu être terrible. Terrible. Un espèce de botch un peu à la Bribella, comme on l'avait pu faire dans le passé. C'est horrible. J'ai eu très peur pour les cervicales de Carmella. Heureusement, tout va bien. Mais j'ai eu très peur sur le coup. Horrible, horrible. Carmella ensuite groupe plus tard ses genoux pour contrer un frog splash de Banks. Encore un clin d'œil à Guerrero. Et Carmella enchaîne avec son Code of Silence, hein, sa prise de finition, sa soumission. Banks se dégage alors avec un coup de pied très mal vendu d'ailleurs par Carmella. Deux super kicks très mal portés ensuite par Carmella ne suffiront pas à s'imposer. Et juste après, elle se fait contrer vraiment très connement avec un bank statement. Et elle abandonne très vite. Victoire, conservation logique du titre par Banks dans un match vraiment, mais vraiment pas terrible. Bien inférieur à celui de Chelsea, hein, qui était quand même, que j'avais trouvé bien meilleur que prévu à ce moment-là. Je l'avais trouvé très décent et je trouvais que Carmella s'était bien élevé grâce à Banks qui avait porté le match. Et là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que Banks a continué, elle a essayé encore de porter le match, mais cette fois-ci, Carmella était aux abonnés absents, elle a pas su rendre l'appareil à Banks, et donc elle a tenté de porter tout le match, mais toute seule, quoi. Et Carmella ayant le niveau d'un balai à chiottes, il y avait donc rien à attendre ici, quoi. Elle a pas voulu jouer le jeu, et elle s'est laissée emporter, et elle a rien pu faire d'intéressant, quoi. Et finalement, c'est plus Reginald qui a brillé à la limite que Carmella, quoi. Et encore, il est parti trop tôt. Donc c'est dire. Donc on continue de teaser la merde entre Reginald et Carmella, puisque évidemment, hein, sa suspension, son carton rouge ne plaira forcément pas à Carmella, puisque en quelque sorte, en tout cas si on se met à la place de Carmella, on considérera que Reginald l'a abandonné en plein match. Et donc du coup, ça l'avait un peu perturbé dans son match et que ça a peut-être contribué à sa défaite, hein, si on se mettait à la place de Carmella. La note du match, je mets un petit 2 étoiles 25, un petit 2 un quart. Je ne peux vraiment pas mettre plus. Au moins, la feud est probablement terminée. On va pouvoir enfin passer à autre chose. Peut-être sa future challengeuse, celle qui a gagné le Rumble, on va en parler. Voir une autre feud intermédiaire. De toute façon, il n'y a pas pléthore de choix. Mais au moins, je suis content qu'on sorte de cette merde et de cette feud qui était vraiment pas intéressante. Allez, match suivant. Le gros morceau, l'un des deux gros morceaux, le Royal Rumble féminin. Attention, attention. Alors on va un peu passer aux faits saillants. Ça va être une longue description. Je vous préviens. Je l'ai fait pareil pour les hommes. Mais on va essayer d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, de réagir au fil de l'eau, chronologiquement, bien entendu. Le match a duré 58 minutes 50, donc on était quand même pas loin d'une heure, donc c'est quand même pas mal. Même si alors, hein, on pourra le noter d'ailleurs pour les deux Rumble, la durée, hein, c'est toujours n'importe quoi. Hein. Parfois il y a des écarts énormes, il y a 1 minute 30, parfois 2 minutes, enfin bon, on voit bien hein, que rien n'est logique. Rien n'est logique au niveau des durées, il suffit juste de faire le petit calcul. Il y a 2 hommes ou 2 femmes qui commencent, donc si c'était logique, on devrait retrouver un score cohérent, ce qui n'était pas le cas ici. Il suffit de faire le calcul.
Donc c'est Bayley et Naomi qui commencent le match pour le grand retour attendu de Naomi, dont on attendait évidemment son nouveau sauvetage miracle. Belair, la favorite, arrive en numéro 3 pour confronter Bayley. Ça arrive à l'actuel, qu'elle a battu à SmackDown d'ailleurs, dans le dernier SmackDown pour prendre sa revanche et faire un partout dans leur confrontation directe. Elle l'a battu clean. Elle a fait une grosse promo babyface d'ailleurs pour montrer quand même ses ambitions. Donc on voyait qu'il y avait un gros push pour Belair. Maintenant, il fallait voir s'ils allaient confirmer au Rumble. Billie Kay arrive ensuite en numéro 4 pour le long passage un peu comique du match, le running gag. Elle vient aux commentaires d'abord, elle distribue son CV à chaque participante qui arrive par la suite, afin de trouver, on va dire, la partenaire idéale dans le match du Rumble. Content de voir ensuite Shotzi Blackheart sur son tank en numéro 5, ça c'est cool. Baszler arrive en numéro 6, et elle rejettera également l'offre de Billie Kay avec un gros coup de poing sur son CV, sur sa photo. Tony Storm arrivera ensuite et rejettera Billie Kay. Shotzi Blackheart sera malheureusement la première éliminée du match par Shayna Baszler après quand même 10 minutes de match, c'est pas mal. Et alors faut avoir les refs, mais c'est aussi une référence à NXT puisque il y avait une histoire où Shotzi Blackheart avait provoqué à l'époque la surprise. Il y a environ un an de ça, un peu plus d'un an de ça, elle l'avait éliminé d'une bataille royale. Shotzi Blackheart, donc Baszler, et ça avait causé une grosse surprise à l'époque. Et il me semble-t-il que par la suite, Shayna Baszler avait également pris sa revanche en éliminant Shotzi Blackheart dans une autre bataille royale. Je crois, je crois que c'est arrivé dans l'autre sens. Bref, il y a toute une histoire entre Shotzi Blackheart et Baszler dans les batailles royales ou Royal Rumble ici. Bref, il y avait une référence qui était plutôt pas mal pensée. Jillian Hall est la surprise qui arrive ensuite. Je m'y attendais pas. Billie Kay arrive, lui propose un duo à ce moment-là qu'elle appelle Billie and Jilly. Et ça a l'air de plaire à Jillian Hall. Et du coup, les deux arrivent ensemble sur le ring pour collaborer. Victoria arrive ensuite en 10, aussi une surprise, avec une belle tenue rouge, noire, toujours avec l'araignée, on se rappelle de Tara avec un TNA là. Donc voilà, c'était plutôt une belle surprise, et en plus elle a plutôt bien performé in ring. Peyton Royce en numéro 11, pourquoi pas en 10, pour faire écho évidemment à son mec, à Shawn Spears ou Ty Dillinger, évidemment. Et là, vu que Royce et Billie Kay sont sur le ring en même temps, évidemment, on attendait la réunion des Iconics. Ce fut chose faite. Royce pose et fait son Iconic, mais sauf que Billie Kay le fait timidement, car Ruby Riott est à côté et assiste à la scène. Donc Billie Kay est un peu embêtée, elle ose pas le faire. Santana Garrett arrive ensuite en numéro 12. Là aussi, c'est quand même une grosse surprise, parce que même à NXT, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps, et puis ça a toujours été quand même plutôt une jobbeuse, donc c'était vraiment vraiment la vraie surprise. Jillian Hall ensuite trahit finalement Billie Kay, et la Riott Squad au complet ensuite, Liv Morgan et Ruby Riott s'en prennent alors à Jillian Hall. Billie Kay ensuite élimine Jillian quand même pour se venger, et la Riott Squad élimine Billie Kay à L2, donc c'est quand même triste pour Billie Kay. Alors justement, dans ma vidéo pronostic, j'avais prédit l'inverse, c'est-à-dire que Billie Kay peut-être involontairement élimine la Riott Squad ou les perturbe, ce qui provoquerait leur élimination, mais que ça aille dans l'autre sens, ça me va aussi, puisque ça va aussi dans le storytelling actuel, dans le problème, on va dire, entre Billie Kay qui a du mal à se faire accepter par la Riott Squad justement. Et donc c'est ce qui pourrait arriver à l'avenir, c'est que, comme je vous disais, mon idée c'est qu'elle gagne finalement les titres par équipe, la Riott Squad à WrestleMania, mais cette fois-ci grâce à Billie Kay, qui finira évidemment en happy ending par se faire accepter, puisqu'elle agira comme il faut cette fois-ci. Elle participera à la victoire de la Riott Squad. Pour moi, c'est l'histoire qui va s'écrire à WrestleMania, et peut-être même contre les nouvelles championnes Jax et Baszler. Voilà, ça on verra bien. Ripley, Rhea Ripley arrive en numéro 14, comme on s'y attendait. C'était aussi l'une des grosses challengers, ou même en tout cas une des favorites du Rumble. Elle élimine rapidement Tony Storm, sa némésis ultime de NXT UK notamment, et pas que, mais il y a eu évidemment une grosse guerre entre elles. Elles se connaissent parfaitement. Ça c'est vraiment la guerre océanienne, le derby, et elle évidemment elle lui fera un petit signe pour la narguer d'ailleurs. Ripley. Charlotte arrive ensuite, Charlotte Flair en numéro 15, pour un duel au début assez rapide, un petit duel rapide avec Ripley, mais qui ne sera qu'un début donc, puisqu'on les reverra plus tard l'une contre l'autre.
Lacey Evans arrive ensuite sur le thème de Ric Flair, puisqu'on voit d'abord le thème de Flair. Ric Flair qui arrive. Alors évidemment, on se doutait bien que ce n'était pas pour faire entrer Ric Flair dans le match, mais Evans arrive, toujours avec le peignoir de Ric Flair, et Charlotte l'attend, alors évidemment au tournant, et elle attaque Lacey Evans tout de suite. Et à ce moment-là, on rate, incroyable, on rate en live, l'élimination de Bayley par Bianca Belair, au profit de celle de Torrie Wilson par Shayna Baszler. Mais quelle horreur! Quelle horreur! On a eu le ralenti après, mais le mal est fait. C'est quand même dommage de rater ça. C'était quand même une élimination importante du match. Alors je voyais quand même Bayley arriver plus loin que ça quand même. Mais c'est le bon choix, je pense. C'est le choix logique de faire sortir Bayley par Belair. Hein. Évidemment qu'elles étaient encore en feud. Alors je sais pas si ça suffira à conclure leur feud, puisque bon, c'est qu'une élimination Rumble, hein, c'est rien en soi, hein, mais on verra bien. Il y a Alicia Fox qui arrive ensuite en 21e position pour le passage, on va dire, gênant du match, puisque à ce moment-là, la musique d'R-Truth retentit. On voit R-Truth qui est poursuivi, là, toujours par les mêmes, hein, par Drew Gulak, Tozawa, la Lucha House Party et Humberto Carrillo. Alicia Fox, à ce moment-là, pin R-Truth et lui prend son titre 24/7 en plein match. Mais quelle merde, putain, quelle merde, une honte et encore un crachat à la gueule du catch féminin. Ça n'a rien à faire ici, c'est de la grosse merde et ça m'a énervé. En plus ça coupe le rythme du match, c'est vraiment nul à chier et inutile. À ce moment-là, Mandy Rose arrive et élimine Alicia Fox. Du coup, Fox est à l'extérieur, R-Truth en profite derrière pour récupérer son titre 24/7. Et à ce moment-là, ça repart pour une course-poursuite en coulisses hein, avec tout le monde. Franchement, c'était inutile au possible ce spot. J'avais vraiment pas envie de voir ça. Dakota Kai arrive ensuite en numéro 23 pour un beau duel avec Rhea Ripley. Elles se connaissent bien sûr. Carmella en numéro 24 hein, pour son comeback avec Reginald. Ripley élimine durement d'ailleurs Dakota Kai en la projetant contre l'éperon du ring, hein, comme elle l'avait aussi fait d'ailleurs durement sur Dana Brooke un peu plus tôt dans le match. Rhea Ripley sortira aussi d'ailleurs Rose dans la foulée. Reginald sauve Carmella une première fois de l'élimination en la remettant ensuite dans le ring. Et il la sauve même une deuxième fois. Mais Tamina arrive en numéro 25 en portant un super kick sur Reginald hein, qui lui tournait le dos à ce moment-là. Alors qu'il était à l'extérieur en train de porter Carmella. Mais du coup Carmella elle se pose par terre. Et là boum, Reginald se prend le super kick de Tamina. Et du coup Carmella étant à terre, eh ben, elle est éliminée forcément. Évidemment voilà encore une façon d'alimenter les tensions entre Carmella et Reginald. Hein, encore le duo en tension. Duel Tamina Ripley qui aurait pu être mieux d'ailleurs si ça avait été Raquel Ripley. Hein, parce que j'attendais quand même Raquel Gonzalez, c'est dommage, ça aurait pu être un beau duel. Tamina avait perdu le droit d'être numéro 30 hein, du Rumble, hein, comme je vous le disais en introduction, puisqu'elle avait perdu contre Natalya, donc dans un match qui permettait de savoir qui allait être numéro 30 à backstage. Bon, le match était complètement banal au possible, il n'a pas duré longtemps. Et victoire de Natalya avec un petit schoolboy de merde. Bref, voilà, Natalya, numéro 30. Personnellement, j'aurais pronostiqué la même chose, hein, la victoire de Natalya. Du coup, le sauvetage miracle de Naomi qui arrive sur le dos, hein, puisqu'elle tombe à l'extérieur, mais elle arrive sur le dos et les jambes levées, donc elle n'est pas encore éliminée. Et à ce moment-là, elle voit que la tresse de Belair dépasse, et du coup elle s'en sert pour se redresser et se remettre dans le ring. Il y a un duel ensuite, du coup la tête en bas entre Naomi et Belair, en équilibre, donc sur le bord, et les deux se redressent en même temps. Bon, ce qui m'embête là-dedans, c'est que personne n'en profite pour les sortir, alors que les deux prennent beaucoup de temps pour se redresser. Donc pourquoi il n'y en a aucune qui essaie d'en profiter pour les éliminer? Manque de cohérence, encore une fois, mais c'est toujours pareil hein, dans les Rumble, hein. De toute façon il y a toujours des trucs comme ça. Bref, c'était un spot quoi, on les laisse faire leur spot, c'est chorégraphié, on les laisse faire, bref, c'est tant pis, c'est dommage. Lana arrive ensuite en numéro 26, hein, c'était prévisible. Jax n'est pas encore là à ce moment-là, mais Shayna Baszler est là. Donc du coup, bah, moi je m'attends à ce que Lana vienne se venger sur Baszler, puisque c'est quand même Jax et Baszler qui l'ont mise à l'hôpital. C'est là-dessus qu'on l'avait laissé la dernière fois. Mais non, Lana s'en branle, elle tente d'éliminer Ripley et de faire son match comme si de rien n'était. Aucun sens, aucun sens.
aucune cohérence. Et ça m'énerve, ce genre de choses. J'aime bien les petits détails, mais là, ils sont complètement passés au travers. Bliss Playground. La Bliss Playground arrive alors au numéro 27. Donc c'est pas la Bliss normale, c'est pas la Dark Bliss, hein. C'est la Bliss Playground qui arrive. À ce moment-là, tout le monde s'en prend alors à elle, notamment la replay qui fonce sur elle, et plein de monde qui arrive autour d'elle, parce qu'ils se doutent que, attention, elle va peut-être mal tourner, elle va peut-être se transformer, donc autant peut-être s'en prendre à elle, un peu comme si c'était finalement une big woman. Hein, comme le spot classique, quand c'est un homme fort ou une femme forte, on essaie peut-être de s'y prendre à plusieurs pour l'éliminer. Là, c'est un peu le même processus, sauf que les lumières commencent à s'éteindre, on craint le pire, on craint la transformation. Bliss, on sent déjà qu'elle commence déjà à partir du côté obscur de la force, mais et de se transformer en Super Saiyan, mais Ripley prévoit le coup, elle préfère éviter ça et la sort immédiatement, elle l'élimine avant, donc cette transformation, c'est quand même on peut le dire tout de suite, l'énorme flop de la soirée, Alexa Bliss. Tout ça pour ça, c'était vraiment nul à chier, alors que je la voyais comme un possible gros fil rouge de ce Rumble, voire peut-être donc la voir avec ces 3 gimmicks, comme je le proposais dans ma vidéo pronostic, qu'elle revienne 3 fois, façon Mick Foley, ça aurait été une idée peut-être à exploiter. Et là, ils sont vraiment passés par l'idée vraiment la plus paresseuse possible, quoi. Et ça m'a fait chier, quoi. C'est dommage. Je comprends bien l'idée. Ok. Elle la craigne, Bliss, donc elle préfère vite l'éliminer avant que ça ne dégénère. J'ai compris l'idée, mais elle aurait pu au moins faire quelques éliminations, voilà, et qu'elle commence à ce moment-là à se transformer, et là, à la limite, oui, on l'élimine. Mais là, on lui a rien fait faire, c'est n'importe quoi, c'est triste, c'est nul, vu toute la construction qu'ils ont faite autour de Bliss en plus. Putain, tout ça pour ça, quoi. Ça m'a fait chier, pour moi c'est un gros flop. Voilà, et puis, alors on verra, hein, vu ce qui s'est passé, qui sait si Alexa Bliss et Rhea Ripley ne se retrouveront pas bientôt à Raw, hein, peut-être même dès cette semaine, et au vu de cette élimination. On sait jamais. Ember Moon arrive en numéro 28, petite surprise, mais bon, vu toutes les filles qui avaient de NXT, pourquoi pas. Elle porte alors directement une Eclipse, mais malheureusement complètement ratée sur Shayna Baszler, alors que d'habitude elle sait bien les porter, mais alors là, complètement raté cette Eclipse, c'est dommage. Jax, qu'on attendait donc, arrive avec un beau numéro, hein, le numéro 29. Elle ramasse Shayna Baszler au passage, qui était dehors hein, encore à cause de l'éclipse de Moon. Evans et Moon se font alors éliminer par Shayna Baszler et Jax respectivement. Puis Naomi se fait éliminer par les deux, hein, par Jax et Baszler en même temps. On a ensuite un petit storytelling, hein, puisque Jax se retrouve un peu en porte-à-faux à devoir choisir sa partenaire entre Tamina et Shayna Baszler, hein, puisqu'on se rappelle de l'équipe Tamina Nia Jax, hein, qui avait perduré un petit peu, hein, notamment elles avaient fait l'Elimination Chamber en tag team, je me souviens. Et finalement, Jax décide de prendre Tamina comme partenaire, mais au final, ce sont bien Jax et Baszler qui sortent Tamina à deux. Mais Jax et Baszler se battent ensuite. Donc c'était très étrange. On continue en fait ici de raconter une ambiguïté toujours au sein des championnes par équipe. On ne sait pas vraiment amis, ennemis. Voilà, il y a toujours cette ambiguïté là qui nous est narrée dans ce match. Je comprends l'idée, c'est pas si mal fait. Voilà. Même si ça paraissait bizarre, parce qu'effectivement on passait d'une émotion à l'autre, on dit ah ben c'est sali, et puis plus maintenant, trahison, pas trahison, enfin c'était assez bizarre. Jax sortira en plus du coup Shayna Baszler, donc c'est ça qui est dingue. À nouveau, elle travaille en équipe, et puis finalement Jax élimine Baszler, et Jax dira et se justifiera donc auprès de Shayna Baszler en lui disant sorry, I had to do it. Hein, désolé, il fallait que je le fasse. Et Shayna Baszler du coup voilà, bah, elle restera le cul par terre. Voilà, comme d'habitude, Shayna Baszler. Bravo, super. Lana, alors, se rappelle enfin qu'il faut s'en prendre à Nia Jax. Elle a enfin compris que c'était elle qui l'avait mise à l'hôpital il y a plusieurs semaines de cela. Alléluia. C'est alors la course-poursuite entre les deux. Jax fonce sur elle, mais Lana tire la corde pour sortir Nia Jax, qui passe par-dessus la troisième corde. Fallait s'y attendre. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo pronostic que Lana sortirait probablement ou Jax, ou Baszler, ou voir les deux. Donc effectivement, elle a sorti finalement Jax. Voilà, ça me paraissait assez prévisible. Mais Lana, putain,
Oh, elle a mis du temps à comprendre qu'il fallait s'en prendre à Jax ou à Baszler, hein. Putain. Et enfin, évidemment, Natalya arrive en 30. Alors je me suis dit peut-être qu'ils vont peut-être faire un twist, que quelqu'un va l'attaquer, va prendre sa place, hein, le truc classique, même si on l'avait vu avec R-Truth, hein, qui avait été remplacé par justement Nia Jax. On avait vu Becky Lynch qui avait remplacé Lana aussi. Bon, on va peut-être pas le refaire souvent. Voilà, bon, mais ils l'ont pas fait. Même si finalement Natalya, en arrivant vers le ring, et qui est d'ailleurs vêtue de noir et doré, hein, qui était décidément les noir et doré, c'était les couleurs en vogue dans ce Rumble féminin. Hein. Tout le monde portait ça. D'ailleurs, notamment Baszler. Jax et Baszler, donc justement, attaqueront Natalya durant son entrée et les deux vont s'en prendre à elle. Et du coup, elles vont même revenir sur le ring pour s'en prendre à tout le monde, alors que les deux sont éliminés, hein, il faut le rappeler. Et elles ramèneront elles-mêmes Natalya sur le ring avant de s'en aller. On a du coup ensuite la Team Boat, hein, qui se réunit enfin, Lana, Natalya, hein, pour avoir le Mark Time moment, hein, évidemment que tout le monde attendait. Un gros câlin entre les deux. Ça pue évidemment la trahison, et en effet, Natalya frappe Lana et l'élimine. Ouf, ça, c'est fait. Lana ne sera pas la gagnante. Final Four finalement entre Natalya, Belair, Ripley et Charlotte. Belair sort ensuite Natalya. On a enfin le duel Charlotte-Ripley au plus long cours que la première fois, avec le logo WrestleMania en toile de fond. Il y a d'ailleurs Charlotte qui pointe son doigt vers ce logo. Belair et Ripley s'associent alors pour sortir Charlotte. C'est une grosse performance, elles y arrivent, elles retombent finalement Charlotte. Et bizarrement, Charlotte, au lieu de jouer celle qui est dégoûtée, elle sourit. Elle trouve ça rigolo, elle trouve ça drôle de se faire éliminer. Belair d'ailleurs se moquera derrière en faisant des houh houh. Donc c'était bizarre, c'est comme si Charlotte avait l'air contente de sortir. Donc c'est quand même une étrange réaction de sa part, parce que quand même le Rumble, ça devait être quand même son gros objectif de l'année, hein, d'autant qu'elle est plus championne. Donc c'est quand même un peu bizarre. Bon, elle est pas sortie de la course, hein, ça il faut pas y croire. Elle n'est pas sortie de la course, mais en tout cas, elle perd cette opportunité, un peu bizarrement. Le duel final commence alors entre Ripley et Belair. Un duel qui est quand même long et de toute beauté, il faut le dire. Belair finalement, après donc une longue passe d'armes, sort Rhea Ripley avec une corde à linge. Victoire de Belair, comme on pouvait s'y attendre, hein. Victoire de Belair, donc qui était quand même dans les favorites, je vous l'avais cité. Maintenant, j'avais parlé de Charlotte pour la valeur sûre, j'avais parlé de Belair qui ressortait bien aussi, et Ronda Rousey en choix un peu plus fou, un pari fou, puisqu'elle pouvait également faire le taf pour WrestleMania, et ça aurait été très vendeur de la voir. Finalement, elle était même pas là du tout, quoi. Pas là du tout. Donc, il y a ensuite une interview post-match de Tony Braxton donc sur Belair, envers Belair. Belair qui se retrouve l'Iron Woman match, hein, évidemment, hein, puisqu'elle est arrivée en numéro 3, et elle aura passé beaucoup de temps sur le ring. Belair est assez émouvante ici, voilà, elle dit qu'elle l'avait dit, qu'elle était the strongest, the fastest, the roughest, the toughest, the greatest, the EST. I did it, je l'ai fait, j'ai gagné le Rumble féminin. Et elle dit, voilà, j'ai mis le EST, je vais mettre le EST à WrestleMania. Hein, on pourrait dire effectivement the Resty, the Resty à Mania, hein, le petit jeu de mots, Resty à Mania. Et Tom Phillips rajoutera d'ailleurs the grandest stage of them all, WrestleMania. C'est très drôle. Un match donc, voilà, donc pour le match, hein, l'évaluation, un match, j'irais assez contrasté, avec de bonnes idées et de moins bonnes idées, des histoires racontées, ça c'est ce que j'attendais, il y en a eu, j'en voulais, donc j'ai été quand même plutôt servi, avec, citons par exemple la réunion des Iconics, hein, alors elle a été brève, mais il y en aura quand même eu une. Nia Jax qui se retrouve obligé de choisir entre Tamina et Shayna Baszler. Jax et Baszler justement qui nous raconte toujours ce duo très en dysfonctionnalité, en tension tout le long du match. Billie Kay qui recherche sa partenaire idéale pour le segment partie un peu comique. Ripley qui sort Tony Storm, voilà, ça c'est la petite ref pour les fans. Baszler qui sort Blackheart, à nouveau une référence NXT. Charlotte et Ripley qui remettent ça un an après. Évidemment, on nous tease peut-être une revanche pour WrestleMania 36. Évidemment, je serai preneur. Lana qui sort Nia Jax, hein, même si voilà, elle a tardé à l'attaquer, comme je vous le disais, mais au moins elle l'élimine. Voilà, ça au moins, ça avait du sens.
Évidemment, toujours le sauvetage Naomi classique. Bon, ok, le coup de la tresse, bon, on l'a vu dernièrement, puisque évidemment, on avait vu aussi à SmackDown un match tag team où on avait, je crois que c'était Asuka Charlotte contre Banks et Belair. Et Banks, justement, elle va été chercher la tresse de Belair pour s'en sortir. Et donc voilà, ça rappelait un peu ça, hein, évidemment, la tresse. Hein, forcément, ça va beaucoup servir dans sa carrière. Hein, je pense qu'on va la voir souvent. Reginald et Carmella aussi qui commencent à se déchirer. Voilà, bon, ça c'est un peu l'histoire aussi qu'on commence à nous raconter à travers ce Rumble. Voilà, ça c'est ce qu'on peut noter dans les petites histoires. Mais la partie 24/7, là c'est mon gros carton rouge. C'était purement scandaleux. Ça n'avait rien à foutre là. C'était un outrage véritable à la division féminine et un gros donc carton rouge. Ça, je ne veux plus voir ça. C'est de la merde. Alexa Bliss aussi, qui fut traitée scandaleusement ici, malgré tout le traitement qu'elle a reçu à Raw ces dernières semaines. Tout ça pour ça, alors qu'il y avait tellement de choses à faire. Tellement de choses à créer. Alors oui, pas de surnaturel, ça c'est tant mieux. De toute façon, on était en direct, hein, donc ça aurait été difficile de faire des montages et tout. Mais on lui donne rien. Elle arrive, elle fait les deux trois petits spots classiques de la fille qui vient d'arriver. Et puis après, elle disparaît très vite en 2 minutes, 2-3 minutes, pas plus. C'était nul. Je comprends bien l'idée, mais là, franchement, c'est c'est vraiment tout ça pour ça. J'ai vraiment détesté. C'était le gros flop de la soirée. Et d'ailleurs, pas d'Orton, pas de Wyatt, toujours en rien à ce moment-là de la soirée. On s'inquiète. Pas d'interaction avec Nikki Cross, qui avait pourtant participé au match. On arrête tout là entre Bliss et Cross. Il n'y a jamais eu d'histoire entre les deux. Il n'y a rien à raconter entre les deux, vous êtes sûr? Voilà encore une raison pour laquelle je trouve ça nul, l'utilisation de Bliss dans ce match. Le choix de la gagnante était plutôt prévisible. Maintenant, comme je vous le disais dans ma vidéo prono, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop risqué? Parce que, attention, parce qu'elle me paraît un peu juste pour bénéficier d'un tel traitement. Quand même, elle s'est tapée une semaine de folie entre le Chronicle, hein, le documentaire qui lui était consacré une semaine avant, la grosse victoire, clean, face à Bayley à SmackDown, donc qui était donc sa plus grosse victoire à ce moment-là, la plus grosse victoire de sa carrière. Et 2 jours après, la victoire au Rumble en étant arrivée numéro 3. C'est quand même un méga overpush là pour elle, et il va falloir qu'elle l'assure derrière, hein, ça c'est clair, puisque là on lui fait une énorme confiance. J'aurais attendu au moins personnellement 1 an de plus, histoire qu'elle se fasse un peu au main roster, hein, qu'elle prenne un peu d'expérience. J'aurais pas été contre laisser un peu 1 an avant de la lancer dans le grand bain. Là c'est quand même, ça arrive vraiment très très vite, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est dans le main roster, même pas à peine 1 an en fait, hein. Et puis bon, voilà, malgré ses qualités athlétiques qui sont absolument indéniables, elle reste, je trouve, encore un peu green, un peu tendre. Je pense qu'il va falloir qu'elle prenne un peu d'expérience par rapport voilà, au in-ring, au main roster et tout. Même si les capacités, elles sont là. Elle a tout d'une star, je vous l'ai déjà dit, pour moi, j'y crois. Mais il va falloir, faut y aller, je pense qu'il faut y aller un peu doucement. Là, ça va peut-être un peu trop vite, et c'est juste ça mon petit bémol. Mais peut-être que si elle devait choisir Sasha Banks à WrestleMania, ce qui semble très probable, c'est un match que j'avais déjà mis dans ma carte prédictive de Mania, hein, donc finalement je vais peut-être avoir au moins un bon match, un match de bon, hein, ce qui n'était pas gagné. Si Banks peut amener Belair à un niveau supérieur, hein, parce que comme je vous disais avec Carmella, elle avait réussi un peu à le faire à Chelsea, moins au Rumble, ça c'est sûr, mais elle est capable de le faire, Banks, elle est capable d'élever Belair à un niveau supérieur, Belair étant quand même, je pense, sur le papier supérieur à Carmella. Il y a une belle, alors il faut aussi noter une belle mise en avant des filles de NXT, hein, comme l'an dernier. Il y en a eu pas mal, un peu moins que l'an dernier, mais pas mal encore. J'étais pas sûr qu'on en verrait autant, donc ça c'est bien, parce qu'à cause du Covid, voilà, le mélange des filles du PC avec celle du main roster, j'étais pas sûr qu'ils en mettent beaucoup. Finalement, ils ont été quand même plutôt, ouais, ils ont eu la main quand même plutôt lourde. Et voilà, évidemment, Rhea Ripley qui en ressort très forte, très présente, hein, jusqu'en finale. Ça lui assure quasiment sa place dans le main roster, hein. De toute façon, elle était dans le sas entre NXT et le main roster. On le savait que ça allait arriver. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Très très belle mise en valeur de Ripley, qui arrive en plus en finale, hein. C'est quand même super. Mais comme je vous le disais, attention, dans ma vidéo pronostic, je suis vraiment pas certain que Vince voudra en faire quelque chose, hein. On sait bien que c'est surtout la chouchoute de Triple H, hein. Donc j'ai déjà peur pour la suite.
hein, on verra bien, mais attention, hein, parce que on sent bien que Triple H, voilà, enfin, Ripley, c'est un peu c'est comme sa fille, quoi. Il veut la bichonner et tout. Il va en faire une star. Mais attention à Vince, on a bien vu ce que ça avait donné avec Shayna Baszler, hein. On y a cru 3-4 mois, et après, la défaite à Mania, et puis terminé. On l'a mise dans le placard des tag teams, hein. Dans le placard des tag teams, elle y est encore à l'heure actuelle. Et plus que jamais, hein, avec la récupération des titres, hein. Bref, la note du match, j'ai mis un 3 étoiles. Un 3 étoiles, donc ce qui est quand même très correct. Une note qui vaut pour l'effort de storytelling à plusieurs niveaux. Donc je vous ai un peu récapitulé tout à l'heure les petites histoires qu'on a pu voir. Et la bonne densité de filles de qualité quand même dans ce match, hein. Il y avait quand même du niveau. Même si évidemment il y avait toujours le petit lot de filles qui n'avaient pas spécialement leur place ici, ou alors qui étaient plus aux F. Il y a toujours ça. Quelques anciennes, voilà, ils ont fait le taf aussi à ce niveau-là. Et il fallait s'y attendre pour combler les trous. Mais sans le passage horrible 24/7, je serais sans doute monté à 3 étoiles à un quart. Mais là, je vais rester à 3 étoiles. C'est un honnête Rumble que j'ai envie de considérer comme meilleur que le Rumble féminin de l'année dernière, que finalement j'ai assez vite oublié et que j'ai pas trouvé très intéressant par rapport à celui-là qui a eu le mérite d'être un peu travaillé. Parce que l'année dernière, j'avais reproché un manque de travail. Là, on a senti quand même qu'ils avaient travaillé les choses. Raconter des petites histoires. Voilà, Billie Kay, etc. Tout ce qu'ils ont fait avec elle. J'ai trouvé ça pas si mal. Et elle divertit bien plus qu'une Lana, notamment, hein. Je trouve qu'on a plus d'empathie pour une Billie Kay actuellement qu'une Lana. Bref, juste une petite parenthèse pour parler de Peter Rosenberg, puisque Peter Rosenberg va prendre le titre 24/7 à R-Truth avec un low blow et un jackknife pin dégueulasse, après lui avoir dit que Cena était là. Elle lui dit ah, il y a John Cena qui est là-bas. Évidemment, R-Truth y a cru. Et voilà, il le surprend comme ça. Et il s'en va avec la ceinture. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis dépité. Voilà. Encore évidemment une façon d'enlever le titre et de lui redonner encore un nouveau titre à R-Truth plus tard. Il va continuer de gonfler son palmarès. Ça, c'est sûr. Allez, on va passer tout de suite à un autre gros match. Roman Reigns contre Kevin Owens. Donc dans un Last Man Standing match. Donc un match qui était quand même assez attendu. L'entrée de Roman Reigns qui prendra quand même 3 heures, hein, comme d'habitude. 25 minutes de match. Donc c'était quand même un match assez long, on pouvait s'y attendre. Et ça dure pas longtemps sur le ring d'ailleurs. On passe pas beaucoup de temps sur le ring. Et ça part vite à l'extérieur. Puis au niveau du Thunderdome, là, près du mur d'image, hein, ce qui rappelle forcément leur bagarre de SmackDown, hein, puisque ça s'était passé au même endroit. On monte un peu les étages progressivement. On continue de surveiller des coups, notamment des chaises qui étaient là. Reigns balancera Kevin Owens sur une table en contrebas, un peu façon Mick Foley, hein, toujours le gros spot de table qu'aime prendre Kevin Owens. Mais c'est là que ça m'a posé problème en termes de cohérence et que ça m'a un peu énervé, car c'est exactement la copie conforme du spot qui avait eu lieu justement à SmackDown. C'est exactement au même endroit, même partie du Thunderdome. Il retombe vers l'arrière, sur le dos, sur la table, et là, il est mis hors d'état de nuire, et là, il s'est absenté de SmackDown pendant 2 semaines. 2 semaines. Le temps de revenir. Et là, le gars, il arrive à se relever en moins de 10 secondes, hein, donc à éviter la défaite, et à continuer son match, comme si de rien n'était. Alors que ça lui a pris 15 jours pour revenir à SmackDown avec exactement le même spot. Je suis désolé, je pinaille peut-être, mais pour moi, c'est encore un énorme problème de cohérence, et ça m'a un peu énervé sur le coup, en direct, hein. Je peux vous le dire. Mais bon, voilà, Kevin Owens, il arrive à se relever, il continue le match, il s'en va. Donc il part en coulisses, il s'enfuit, et il se fait percuter à ce moment-là, on s'y attend pas, il se fait percuter violemment, par surprise, par une voiturette de golf dans laquelle se trouvait Roman Reigns, hein. C'était un gros impact, qui forcément sur le coup m'a rappelé l'impact de Sammy Guevara à la UW, mais plutôt en mieux réalisé, hein, et de façon plus surprenante, parce que Guevara, évidemment, il était en train de courir, donc évidemment on savait bien qu'il allait se faire percuter, et puis il a ralenti sa course, et puis pour se faire percuter. Alors je dis pas que l'impact n'était pas spectaculaire, celui de Guevara, mais j'ai trouvé moins surprenant, on va dire, moins inattendu, et il était mieux réalisé avec Owens et Reigns, hein, il faut le dire.
On retrouvera plus tard un pop-up powerbomb de Kevin Owens sur une table de commentateurs là qui traînait là dans les coulisses là. La table malheureusement ne casse pas. Donc I am the table. Mais Kevin Owens montera sur des caisses. Il enchaînera avec un frog splash pour cette fois-ci faire écrouler la table. Kevin Owens pose ensuite Roman Reigns sur une table et il utilise un chariot élévateur. Visiblement, il connaît le fonctionnement. Il a l'air vraiment de savoir s'en servir. Il l'utilise. Il élève justement le forklift, le chariot élévateur. Il monte, il va dessus, et là, il fait une grosse senton bomb sur Reigns. Donc c'est le gros spot du match, qui peut évidemment aussi, à nouveau, j'y ai pensé, faire écho au botch de Matardi à l'EW, puisqu'il était retombé encore avec Guevara d'ailleurs, le hasard. Avec Guevara, il était retombé d'un forklift, il était retombé tous les deux, et il avait raté la table, et du coup il était tombé avec la tête qui avait percuté le sol, c'était horrible. Bref, mais forcément j'y ai pensé en direct, je sais pas si c'est fait exprès, mais quand même, moi j'y ai pensé. On aperçoit ensuite bizarrement la mallette du Money in the Bank et la tenue du Miz sur une table, sur le côté. Du coup je me suis dit que c'était peut-être fait exprès. Et du coup ça m'a fait quand même un peu douter à ce moment-là. Je me suis dit tiens peut-être que le Miz va nous faire encore une incursion et va nous faire un triple threat match, on sait jamais. On revient alors sur la rampe progressivement. Roman Reigns porte un gros spear à Kevin Owens contre le mur de LED dans l'entrée là. Et le mur s'écroule. Reigns revient alors avec des menottes. Tandis que Kevin Owens est à terre, près d'un pylône, un gros pylône métallique. Il arrive quand même à porter un stunner à Reigns et à le menotter lui-même contre le pilier, contre le pylône là. Du coup, on se dit bon, ça semble terminé pour Reigns parce que son bras est quand même très très tendu. Il est menotté, donc il n'a pas beaucoup de marge pour se relever. Mais au moment où l'arbitre compte jusqu'à 9, Roman Reigns assomme l'arbitre en le projetant contre un autre pilier métallique qui était suspendu. Donc plutôt bien joué de la part de Reigns. À ce moment-là, Reigns s'enchaîne avec un low blow sur Kevin Owens. Et là-dessus, Reigns essaye de se détacher, logiquement. Mais le temps passe, c'est long, on attend. Et Paul Heyman arrive alors avec une clé. Il commence à essayer de le détacher. Il galère, ça prend des heures. Kevin Owens est même obligé de vendre plus longtemps que prévu, parce qu'il lui il attendait, il était déjà prêt. Donc il est obligé de vendre, d'attendre. Le malaise est palpable. Enfin, ensuite, un autre arbitre arrive. Et il est arrivé, il compte, et tout à coup, il compte, il arrête son compte, puisque il arrive à 5. Et là, on a l'impression que quelqu'un lui donne des consignes. Il se stoppe en plein compte de 5. Et on comprend pas pourquoi. Et je pense, ma théorie, c'est qu'en fait, c'est Kevin Owens lui-même, à mon avis, qui lui dit non, arrête, parce que là, il y a un vrai souci. Paul Heyman, il est en train de vraiment galérer, donc ne compte pas. Arrête ton compte, sinon tu vas arriver à 10 et il va y avoir un vrai gros problème. Donc je pense que c'était Owens qui lui donnait les consignes. Donc l'arbitre arrête. Donc là, du coup, c'est complètement n'importe quoi pour le match. C'est un last man standing. Un arbitre doit compter jusqu'à 10. Et là, il arrête à 5, quoi. Et donc il arrête. On attend. On voit Reigns qui arrive quand même enfin à se mettre sur ses pieds, ce qui permet au moins d'empêcher le compte de reprendre. Je pense que c'était fait aussi probablement intelligemment de la part de Reigns de se mettre sur ses pieds, ce qui permet au moins de crédibiliser le fait que l'arbitre arrête de compter. Donc sur le coup, je trouve qu'ils ont putain bien improvisé, mais bon, on a bien vu que c'était raté. Paul Heyman arrive ensuite enfin à détacher Reigns. Ouf, l'honneur est sauf. Et j'ai vérifié, bizarrement, ça n'aura duré qu'une minute ce spot, mais j'ai l'impression que ça aura duré 3-4 minutes, tellement c'était long et tellement on sentait le malaise sur place, quoi. Et ça n'aura duré qu'une minute, bizarrement. Roman Reigns vient alors cueillir Owens très facilement avec une guillotine. C'était hyper facile, et là, il endort. Le finish est à chier, l'arbitre compte jusqu'à 10, Reigns s'impose et conserve logiquement son titre. Sans surprise. Quel dommage. Ce finish gâche vraiment ce match, qui en soi n'était pas un mauvais match. La stipu du Last Man Standing était plutôt bien respectée, il faut le dire. Il y a eu des gros spots, surtout par Kevin Owens, qui, comme d'habitude, dans la trilogie de ses matchs avec Reigns, a donné son corps à la science. Il a fait des gros bumps, notamment sur le chariot élévateur, cette grosse chute sur la table façon Mick Foley, notamment. Mais malheureusement, c'est toujours le même schéma, avec Owens qui donne tout, qui donne son corps à la science, mais qui se fait baiser à la fin. C'est toujours pareil. Et cette fin, en plus, malheureusement, de match, est malaisante.
au possible. Kevin Owens est sur le principe, il avait largement le temps de récupérer hein, après ce low blow, mais malgré tout, Reigns a tout le loisir de se libérer, d'enchaîner tranquillou avec sa guillotine, sans la moindre réplique de Owens. Donc ça, j'ai pas aimé cette fin. À noter, pas de Jey Uso, hein, qui d'ailleurs avait été retiré du Rumble, hein, c'est ce que j'avais constaté à SmackDown, hein, lorsqu'ils avaient montré le visuel du Rumble. Jey n'y figurait plus. Là-dessus, je me suis dit, oula, il y a vraiment une histoire de Covid ou de cas contact, parce que ça faisait déjà bien 2 semaines qu'on l'avait pas vu. Donc là, ça puait pour Jey Uso au Rumble. Forcément, déjà si on le retire du Rumble, je voyais pas pourquoi on allait le voir intervenir dans le match. Hein. Forcément, je pense qu'on allait le voir complètement virer complètement du show, quoi. On n'aura pas vu non plus Charles Robinson, hein, évidemment, puisque bah oui, parce que j'ai l'impression que l'histoire qu'ils étaient en train de construire, ou qu'ils auraient pu construire avec Charles Robinson, ils l'ont oublié, et ils l'ont pas, d'ailleurs, c'est ce que je disais dans ma vidéo pronostic, j'attendais de voir le prochain SmackDown, et bon, j'ai pas eu d'indice, hein. J'ai pas eu d'indice, on a bien vu Charles Robinson qui était de retour pour arbitrer le match entre Bayley et Belair, mais on n'a rien vu, on n'a pas vu de construction, davantage de construction autour de Charles Robinson, donc qui aurait pu être un arbitre corrompu, ou quelque chose comme ça, ou qui veut sauver son emploi, parce qu'il se fait brutaliser par Reigns, ou Jey Uso. Mais bon, voilà, tant pis. Pas de Jimmy aussi, hein, pas de retour de Jimmy Uso aussi, je pensais qu'on aurait peut-être pu le voir. Donc pas d'intervention, pas d'Apollo Crews, ça aurait pu aussi s'écrire. Non, au final ils auront fait soft avec la simple intervention de Paul Heyman qui aurait été loin d'être une réussite en plus, hein, il faut le dire. Reigns gagne encore aussi grâce aux autres, hein, il faut le dire. C'est quand même pas terrible hein, pour un top heel hein, comme Reigns, hein, qui ne passe pas pour quelqu'un de si fort à l'arrivée, quoi. À chaque fois, il a besoin de quelqu'un, il a besoin de Jey Uso, et là, c'était Paul Heyman, quoi. Faut quand même le noter, quoi. Le match aura quand même globalement coché les cases du Last Man Standing, par rapport à la brutalité, par rapport aux gros spots. Malgré des longueurs, quand même, hein, il faut le dire, l'incohérence du spot de Owens, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui m'auront gêné. 3 étoiles et demie quand même pour ce match qui était quand même assez bon au final pour l'effort produit. Hein. Surtout Kevin Owens hein, qui a vraiment tout donné, qui a fait un très bon boulot de babyface. C'est pas si mal comme match, mais ça sera pas mon match préféré en tout cas entre tous ceux qu'ils ont pu livrer. Je reste quand même plus conquis par le match de TLC. Dans les 3 matchs qu'ils ont pu faire. En tout cas, voilà, ça remet bien Kevin Owens, je pense, comme sur la carte. On espère qu'il va pas de nouveau disparaître et qu'il aura une belle rivalité et quelque chose de sympathique à se mettre sous la dent à WrestleMania. Mais peut-être une ceinture à venir, hein, peut-être pour la ceinture intercontinentale, quelque chose comme ça. Parce que là, je pense qu'il mérite d'être récompensé. Mais en tout cas, ce match n'entrera certainement pas dans le top 10 des matchs de l'année lorsque l'on fera les bilans en fin d'année. Hein, ça, c'est sûr. Hein, je ne vois pas du tout déjà dans le top 10. Hein. Allez, on va passer maintenant au main event. Le gros morceau, le Royal Rumble masculin. Qui aura duré d'ailleurs quasiment autant que Cliffy, hein, un poil plus court, 58 minutes 30. On peut dire, j'aurais aimé quand même un match plus, entre guillemets, calm the crowd, un match un peu plus calme, un peu plus simple, pour se poser 5 minutes là, parce que là, après un gros match comme ça de 25 minutes, assez intense, j'aurais bien aimé me calmer un petit peu, parce que surtout qu'avant le Reigns Owens, il y avait quand même le Rumble féminin, hein. Donc c'était déjà très lourd, un match d'1 heure. Donc là, je trouve qu'on enchaînait quand même les gros matchs. Je trouve que la répartition des matchs était quand même très étrange. J'ai pas trop compris la façon dont ils ont procédé, hein, personnellement. Comme je vous le disais, moi j'aurais mis le Reigns Owens en opener. Et j'aurais bien plus écarté les Rumble match. Que le Rumble match masculin soit au final en main event, ça me dérange pas. Mais surtout plus espacer les Rumble. Du coup, Edge et Orton hein, avaient été déjà annoncés donc à Backstage hein, en tant que numéro 1 et numéro 2. Donc ça c'était l'annonce de Backstage. Et je m'étais dit, bon bah, vu qu'ils ont inversé les choses et que c'est finalement pas le 30e masculin qui a été annoncé, mais le 30e féminin, avec la victoire de Natalia, je m'étais mis un peu à y croire et à me dire, ah, peut-être que du coup ils ont réussi à trouver un accord au dernier moment avec un mec pour être numéro 30, et c'est pour ça qu'ils ont inversé et qu'ils ont finalement décidé de ne pas révéler le numéro 30 tout de suite. Je m'étais vraiment monté le bourrichon et on verra que le numéro 30 finalement, c'était pas ça. Hein. À noter alors une curiosité, c'est que Backstage, hein, ils avaient annoncé Edge en 2 et Orton en 1, et finalement, ça a été l'inverse. Ils ont mis Edge en 1 et Orton en 2,
Donc l'ordre a été inversé. Donc Edge qui redevient le numéro 1. Ça pouvait être éventuellement un indice hein, pour la fin. Bon, si on avait un peu de malice, mais j'ai pas pensé sur le coup, hein, j'avoue. Je me suis dit, juste dit, bon, ils ont inversé. Edge en 1, pourquoi pas. Ouais, voilà. Et alors, ce qu'on peut aussi noter, alors pareil, moi j'aime pas les petites incohérences, mais Orton n'a déjà plus rien sur la gueule. 6 jours avant à Raw, il avait quand même le visage bien brûlé encore, hein, et là il n'a plus rien. Ah putain, il a un super bon dermato, hein. Faut qu'il me le demande, faut qu'il me le recommande, faut qu'il me dise comment il s'appelle, hein. Waouh. Putain, avec la brûlure qu'il avait, quoi. Joli, quoi. Bref, voilà, j'aime pas ce genre d'incohérence. On aperçoit Samoa Joe, commentaire, qui avait pourtant disparu pendant le show, ce qui aurait pu laisser croire qu'il était en train de s'échauffer et de se préparer pour le Rumble masculin, et finalement il n'en a rien été, malheureusement, on ne le verra pas, hein, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir une petite apparition de Samoa Joe. Et donc le match commence, on a Edge qui fonce directement sur Orton, sur la rampe, hein, dès son entrée, au moins c'est une entrée, c'est un début de Rumble original, hein, il faut le dire. Sami Zayn arrive en numéro 3, et s'en prend à Edge, donc on a du 2 heal contre un face. Hélas, Sami Zayn ne se menotte pas aux cordes, comme je l'avais prédit éventuellement ou pronostiqué. J'aurais bien aimé voir ça, c'est un peu con, surtout pour Zayn qui est quelqu'un qui a montré beaucoup de malice dans le passé, hein, notamment à Clash of Champions avec le ladder match là, c'est un peu dommage. Ali arrive ensuite, hein, Mustafa Ali en numéro 4, sans le reste de Retribution. C'est un peu dommage, hein, hormis Reckoning hein, qui avait été annoncé positif au Covid. Alors c'est peut-être à cause de ça qu'on n'a pas vu les autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, Ali arrive tout seul. C'est Orton finalement qui dicte d'ailleurs sa conduite à Ali, ce qui paraît assez risible hein, pour un soi-disant leader de clan. Hein. Ali qui se fait quand même complètement dominer à ce niveau-là par Orton. Et d'ailleurs, Ali avait été blessé par Orton, hein, et c'est lui qui lui avait mis ce fameux œil au beurre noir qui lui avait causé sa place à l'Elimination Chamber et le remplacement par Kofi et le lancement de la Kofi Mania. Donc finalement, j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait un petit rappel historique, un petit truc entre Orton et Ali, voilà. Ouais, c'est dommage, ça aurait été intéressant à raconter, mais peut-être parce que Ali est passé heel et que du coup ils n'ont pas voulu insister là-dessus. Hardy arrive en numéro 5 et se prend directement un RKO par Orton. Puis il y a un RKO qui est porté sur Zayn et sur Ali. Donc il est chaud Orton, mais Edge arrive avec un spear sur Orton. Edge ensuite porte un execution sur la table des commentateurs à l'extérieur là, qui hélas, à nouveau, ne casse pas. I am the table. Malheureusement, Edge ensuite donne des coups de chaise à Orton, et notamment un sur sa jambe gauche, et là, il est retenu par les arbitres, bizarrement, hein, même si pourtant sur le principe il a le droit, hein. C'est le Rumble, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais il est quand même retenu par les arbitres. Donc on lui demande d'arrêter. Dolph Ziggler arrive ensuite en numéro 6. Et il sort vraiment, mais piteusement, Jeff Hardy, qui n'aura vraiment pas fait long feu dans ce match. Nakamura arrive en numéro 7. Orton, ensuite, on le voit qu'il sort en boitant, hein, aidé par les arbitres. Mais on comprend aisément où ils veulent en venir. Donc on connaît la VVE. Hein. Un seul coup de chaise en plus, sur la jambe. C'est vraiment pas suffisant pour croire en cette blessure à la jambe. Donc moi j'y crois pas du tout un seul instant. On a Carlito qui arrive en numéro 8 hein, quand même pour on va dire une demi-surprise, même si on en parlait dans les rumeurs. C'est quand même sympa. Il arrive avec une très bonne shape d'ailleurs. Il distribue les backstabbers, évidemment. Carlitos Way, l'impasse, comme dirait Christophe Adjus, hein, toujours pour la petite référence cinématographique. Xavier Woods arrive en numéro 9, il arrive, évidemment, il s'en prend direct à Mustafa Ali, ça au moins c'est logique. Biggie arrive en numéro 10, et s'en prend à Sami Zayn. Rapide travail à deux, hein, évidemment, entre Woods et Biggie sur Sami Zayn, qui se fera, d'ailleurs il se prend un Midnight Hour, et se fera éliminer par les deux, faisant écho aussi à un segment backstage qu'on aura vu plus tôt dans la soirée entre le New Day et Zayn. Hein. D'ailleurs on aura vu le retour de Kofi, qui était en tenue de catch d'ailleurs. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être voir le New Day au complet, ben, finalement non. Kofi ne luttera pas, mais il avait, ils avaient tous les New Day une tenue avec qui était à l'effigie de Brody Lee, donc ça c'était plutôt sympa. On l'a bien vu, bien mis en valeur, avec des couleurs d'ailleurs un peu bordeaux qui rappelaient un peu les Bludgeon Brothers. Donc je sais pas si c'était fait exprès, mais une couleur qui rappelait un peu ça pour les New Day. Et donc il y avait une altercation dans ce segment entre les New Day et Zayn, donc c'est un peu normal finalement que les New Day éliminent Zayn. John Morrison arrive en numéro 11. Ali
sort finalement Xavier Woods, sauf que il y a Biggie qui est juste derrière, il est vénère, et évidemment il sort Mustafa Ali pour sa vengeance. Ricochet arrive en numéro 12, bien qu'il avait perdu sa chance face à AJ Styles dans un match de qualif, mais bon, ils l'ont quand même remis dans le match, tant mieux, il méritait cette place. Elias arrive en numéro 13, sans Riker d'ailleurs, il faut le noter, et il sortira Carlito tout de suite. Damien Priest arrive en numéro 14, on l'attendait, c'était aussi celui avec Rhea Ripley qui était, on va dire, au SAS, dans le SAS entre le main roster, entre NXT et le main roster, donc c'est très bien. Il sort vite d'ailleurs Elias, on voit vite fait d'ailleurs Orton qui est soigné à l'infirmerie, on voit une petite lucarne qui le montre, donc là, en ce moment-là, on croit de moins en moins en leur petit manège. Le Miz arrive en numéro 15, qui au passage pète le matériel de Bad Bunny, le rappeur qui avait fait une petite prestation avec Booker T, pour la chanson d'ailleurs qui s'intitule Booker T, pas terrible d'ailleurs, mais il s'en prend voilà, au matériel de Bad Bunny qui est sur le côté là, avec des ordinateurs portables, il pète tout, avant d'arriver sur le ring, travail à deux entre le Miz et Morrison, Bad Bunny arrive ensuite, carrément, Damien Priest en profite du coup pour éliminer Miz et Morrison, qui retombent tous les deux à l'extérieur face à Bad Bunny, qui monte alors sur la troisième corde, encouragé par Damien Priest, pour faire un crossbody absolument terrifiant sur Morrison et le Miz, car en fait il va glisser sur sa prise d'appui, là, son pied d'appui qui va glisser, ça aurait pu vraiment très très mal finir, surtout que c'est pas du tout un catcheur, donc j'ai eu vraiment très très peur là-dessus, heureusement plus de peur que de mal. Un angle qui viendra finalement d'un segment backstage également, qu'on a vu dans la soirée, où le Miz avait proposé de collaborer avec Bad Bunny, chose qu'il aura refusé. Le Miz alors va commencer à clasher Booker T en son absence, sauf qu'à un moment donné Booker T va arriver derrière son dos. Donc Booker T est arrivé, il a tout entendu, ce qui faisait penser du coup d'ailleurs qu'on verrait Booker T au Rumble pour participer et éliminer Morrison et le Miz. Je pensais qu'on allait avoir ça. Finalement, pas eu de Booker T, c'est dommage. Riddle arrive ensuite en numéro 16. Bryan arrive en numéro 17, l'un des gros favoris. Kane arrive en numéro 18 pour la petite surprise quand même. Il sort Dolph Ziggler et Ricochet quand même, histoire d'améliorer ses petites stats au Rumble, déjà avec toutes les éliminations qu'il s'est tapé dans sa carrière. Daniel Bryan alors, il arrive, il attend Kane, il se présente face à lui pour un gros câlin, évidemment. La référence à la Team El No, ça c'est plutôt sympa, un bon petit clin d'œil, ça j'ai aimé. Les deux font un câlin, mais évidemment Kane le trahit avec un gros choc slam. Damien Priest alors arrive à éliminer Kane, donc c'est quand même une grosse sensation, grosse mise en avant pour lui. D'ailleurs j'ai appris plus tard que Kane avait fait une petite interview où il disait que Damien Priest, voilà, il l'avait bien apprécié et trouvait que voilà, c'est quelqu'un qui pourrait aller bien loin. Donc c'est bien, merci Kane de mettre en valeur Damien Priest. Corbin arrive en numéro 19, toujours d'ailleurs sans Cutler et sans Blake. Donc là, je me demande s'il ne faut pas déjà s'inquiéter pour eux et s'ils vont revenir. Si ça se trouve, les deux n'ont pas convaincu. Je ne suis pas sûr que ce soit le Covid parce que ça commence à faire bien pas loin de 3 semaines qu'on les a pas vus. Donc est-ce qu'ils vont continuer ou alors est-ce que c'était finalement un premier essai qui a fait un flop? Et finalement, ils ont décidé que c'était pas une bonne idée de les mettre ensemble avec Corbin. Peut-être, on verra bien. En tout cas, Corbin sort quand même Nakamura pour la hit. Otis arrive en numéro 20. Damien Priest se donne à lui quand même pour tomber et subir le Caterpillar. Il est sympa ce Damien Priest. Corbin arrive quand même encore pour la hit à sortir Otis en opportuniste, puisqu'Otis voulait porter son Vader Bomb sur Priest, mais voilà, Corbin en profite pour l'éliminer. Dominique en Mysterio arrive en numéro 21 pour son premier Rumble, évidemment. Il s'en prend à Corbin tout de suite et arrive quand même à éliminer Corbin avec un joli ciseau. C'était quand même ce qu'il fallait faire. Lashley arrive alors en numéro 22 et sort tout de suite Dominique, qui n'aura pas duré longtemps, il faut le dire, ainsi que Damien Priest, donc sorti par Lashley, et donc un Priest auteur d'un très très beau Rumble, faudra le souligner. Beau duel ensuite entre Lashley et Biggie. Hurricane Helms arrive en numéro 23. Bon, c'est un peu con parce qu'on l'avait déjà eu face à Cena, on s'en souvient, dans un Rumble récent, et on l'a même vu faire une apparition à la AEW. Bon, je trouve que c'est un peu trop. J'aurais préféré quand même autre chose, peut-être même un Gillberg. Je pensais qu'on allait avoir peut-être ça, vu qu'on l'a vu récemment à Raw, un Gillberg ou un autre truc. Bon, quitte à faire un truc un peu humoristique, il aurait peut-être pu faire autre chose que Helms, quoi. Il sera sorti très vite d'ailleurs par Biggie et Lashley.
Tout ça pour ça, quoi. Bref, Christian arrive quand même en numéro 24. Hein, évidemment, Edge est content. On le voit esquisser un léger sourire, alors qu'il est complètement KO, là, par terre. Tout le monde s'allie à ce moment-là pour éliminer Lashley. Riddle est bien sûr satisfait lorsque Lashley se fera éliminer. Il le clashera un petit peu à distance. Donc on continue la feud visiblement entre Lashley et Riddle. J'avais l'impression qu'elle était finie, mais on continue. Il y a un câlin ensuite quand même, enfin, entre Edge et Christian. Hein, j'aurais aimé alors. J'avais l'impression qu'on était en train à ce moment-là de nous construire un 5 second pause entre les deux. Et même entre eux et Riddle. Puisqu'il y a Riddle qui s'approche des deux. Et on a l'impression qu'il s'approche d'eux un peu comme un gros fan. Qui est en train de marquer comme un porc là. Et comme si un fan qui est en train de leur demander un autographe quoi. Il arrive, il s'approche d'eux. Et j'avais l'impression qu'il était en train de leur... Enfin, je m'attendais à ce qu'il leur demande un 5 second pause. Et non, ça n'arrivera pas malheureusement. Riddle se fera finalement... renvoyé dans les roses on va dire par Edge et Christian. On a ensuite Edge et Styles qui arrivent en numéro 25 avec toujours Omos qui l'accompagne à l'extérieur. Rey Mysterio arrive en numéro 26 qui va donc rater son fils au passage. Un peu étrange de ne pas les avoir vus collaborer pendant le Rumble, je trouvais ça bizarre. Et du coup il aura aussi raté Corbin, c'est un peu con. C'est quand même la feud actuelle, bon tant pis. Hélas il commence mal Mysterio puisqu'il arrive avec son Sitting Senton, hein, son West Coast Pop de Ray Ray, hein, comme dirait Adjus. Sauf que son Sitting Senton arrive directement sur Christian mais plus sur la tête et du coup ça l'assomme. Au lieu que ça arrive plutôt sur le haut de la poitrine. Du coup la réception est pas bonne. Christian est KO. Ça m'a fait très peur. Il gît au sol là dans le coin. Et ça commençait à m'inquiéter à ce moment-là. Mais heureusement ça ira mieux par la suite. On voit d'ailleurs gentiment Riddle qui vient tout de suite s'enquérir de sa santé hein, et lui parler à l'oreille. On voit qu'il est en train de lui dire quelque chose. Mais heureusement, tout allait bien. On a Omos qui sauve, évidemment, je vous l'avais dit, Omos qui va sauver à plusieurs reprises AJ Styles de l'élimination. C'était le truc à faire. C'était à prévoir. Omos, étonnamment d'ailleurs, sera un peu plus actif que d'habitude, hein, que quand on le voit à Raw, puisqu'il va éliminer Biggie lui-même. Hein, il va le tirer vers l'arrière. Et du coup, il le sort du ring. Et le projette sur la table des commentateurs, même juste avec une main, là, sur une espèce de claw, là, de main sur la tête. Sheamus arrive en numéro 27. Omos élimine ensuite Rey Mysterio à son tour, lui-même, un peu de la même façon que Biggie. Donc Biggie et Mysterio, quand même, c'est pas mal pour Omos. Mais quand même, Biggie et Mysterio maintenant sont à SmackDown. Omos est à Raw. Donc je suis pas sûr que cela serve ensuite, par la suite, ou qu'il y ait une reprise de cela. Hein. C'est peut-être juste pour la hit, hein, pour montrer quand même le danger que représente Omos. Cesaro arrive en numéro 28. Il approche ensuite de Sheamus, hein, avec le début du signe de The Bar, évidemment. Hein, parce qu'ils allaient se frapper en fait, mais tout de suite ils se rendent compte que c'est son pote, quoi. C'est le pote qui arrive. Donc on évite de se frapper. Le geste The Bar, c'est la réunion. En tout cas, c'est ce que Sheamus croit. Mais Cesaro porte un Cesaro swing à Sheamus. Puis, même à Daniel Bryan. Rollins arrive en numéro 29. Et oui, le grand retour de Seth Rollins, hein, après son petit sacrifice ridicule là, des Survivor Series. Qui, il faut le dire, hein, Rollins, qu'il faut le dire, était devenu là, le grandissime favori, hein, dimanche soir, avant le Rumble. C'était devenu vraiment la grosse menace. Même, il était même passé devant Bryan, hein, qui était pourtant le favori depuis bien longtemps. Donc on aurait vraiment pu croire qu'il avait ses chances. Il reste heel invisiblement, Rollins, hein, il arrive toujours avec son thème du Messiah, et sa tenue du Messiah aussi. Donc on aurait pu s'attendre éventuellement à un changement d'attitude, mais c'est pour l'instant en tout cas toujours un heel et toujours le Messiah. On rate aussi l'occasion d'un Mysterio Rollins au passage. Hein. Bon, c'est pas plus mal, vous me direz, hein, vu que on connaît la feud, elle a daté, hein. On l'a vu suffisamment. Et donc on arrive déjà au numéro 30, donc, qui à ce moment-là me hypait, j'avoue, puisque j'avais complètement oublié à ce moment-là que Braun Strowman avait fait son retour lors du dernier SmackDown, et donc on savait qu'il serait participant au Rumble, mais sauf qu'à ce moment-là j'avais complètement oublié, et du coup j'étais en train de me hyper pour le numéro 30, et je me suis dit en plus ils n'ont pas mis Rollins, donc ils ont gardé le 30, peut-être pour un gros nom, et en fait bah non, Strowman quoi. J'étais un peu frustré quand même. Donc, évidemment, bon ça on pouvait s'en douter, pas de CM Punk, pas de John Cena, hein, je crois que là, en plus je crois que les deux sont en tournage du coup, donc c'était pas possible, ni Lesnar, ni The Rock, ça aurait été plus compliqué, évidemment pas de Jay White, là-dessus c'était un gros coup de troll, ni Goldberg aussi, qui aurait pu éventuellement revenir, même si ça m'aurait surpris, ni Taker, heureusement, ça m'aurait bien fait rager,
Merde alors, aucun de ces noms-là, quoi. Quelle frustration. Omos sauve alors, encore une fois, AJ Styles de l'élimination. Braun sort Cesaro, puis Sheamus, donc il sort The Bar à lui tout seul. Hein, il vide le bar, si on peut dire. Il s'apprête alors à sortir AJ Styles, mais Omos est là. Du coup, Braun, quand même, on voit qu'il a quand même un petit peu un soupçon d'intelligence en lui. Il change de côté et il élimine AJ Styles en changeant de côté. Voilà, AJ Styles éliminé, c'était quand même aussi un outsider possible. Rollins est alors à l'extérieur, il attend son heure, il guette le moment opportun. À ce moment-là, je me suis dit, bon, vu le genre de heel qu'il est, franchement, on l'a beaucoup vu faire un peu le lâche dans le passé. Alors pourquoi est-ce qu'il va pas sous le ring? Il est à l'extérieur. Il aurait pu passer sous le ring, hein, franchement. Bref, il attend à l'extérieur. Joli duel d'ailleurs entre Bryan et Riddle, à base de manchettes, de coups de pied, et même de la soumission. Ils se mettent à faire un peu de soumission là, dans un Rumble, c'est rare. Rollins arrive, alors il jaillit avec un curb stomp sur Bryan, et il élimine Daniel Bryan, donc qui était quand même l'un des gros favoris. Ça c'est quand même l'association, et là à ce moment-là, Rollins devient alors l'hyper favori du match. Il sort même Riddle avec un curb stomp sur les l'éperon du ring, bien aidé, il faut le dire, par Braun, hein, qui avait donné un coup à Riddle. La fin d'un superbe parcours quand même pour Riddle, il faudra aussi le souligner. Final Four, Edge, Christian en 2021. Oui, Edge, Christian, Braun, Strowman et Rollins. Rollins propose alors à Braun Strowman de collaborer. Il lui met même la main sur l'épaule. Là, il faut se dire, oula, c'est pas la chose à faire. Certes, ils ont formé une équipe à un moment donné, mais c'était vraiment pas l'équipe qui était dans la meilleure des ententes à l'époque. Hein. Braun Strowman s'en fout évidemment de cette proposition. Il repousse Rollins. Edge et Christian arrivent alors à sortir Braun Strowman à 2, quand même. Joli travail. Mais pendant que Edge est penché, aussi, c'était Christian, pardon, pendant que Christian était en train de pousser pour éliminer Braun Strowman, Rollins, son opportuniste, sort Christian. Et donc Christian est éliminé également. Finale entre Edge et Rollins, à ce moment-là. Mais Edge arrive à passer Rollins par-dessus la troisième corde. Edge s'impose. Victoire de Edge. Mais non! Derrière lui, RKO, from out of nowhere, de Randy Orton, qui, au passage, ne boite plus comme par magie. Donc le gars, il arrivait pratiquement plus à marcher, une 40 minutes avant. Et là, il marche normalement, il fait son RKO tranquillou. Encore une incohérence, bref. Et là, Orton, il en profite, il va pour l'éliminer, le basculer par-dessus la troisième corde. Mais non, Edge retourne le truc, et Edge élimine Orton. Cette fois-ci, c'est terminé. Edge s'impose. Quelle sensation! Victoire de Edge, qui pourtant était le numéro 1. Et là, on comprend mieux. C'est pour ça que je vous disais, sur le coup, c'est vrai qu'en direct, j'ai pas pensé, mais l'avoir mis numéro 1 plutôt que numéro 2, est-ce que c'est pas fait exprès? Du coup, pour un peu qu'il rentre dans l'histoire. Même si, alors ils l'ont rappelé aux commentaires, ce n'est pas le premier à l'avoir fait, puisque effectivement, il s'impose pour la 3e fois de l'histoire en position numéro 1, puisque le premier à l'avoir fait c'était Shawn Michaels en 1995, mais il y en a eu un autre, qui évidemment n'a pas été cité, c'est Chris Benoit en 2004. Alors ils ont quand même dit que c'était la 3e fois, donc ils n'ont pas retiré Benoît des livres d'histoire, mais ils l'ont pas cité, hein, il faut le dire. Et c'est quand même 11 ans après sa précédente victoire au Rumble, puisque c'est le deuxième Rumble qui remporte Edge, et il l'avait remporté du coup en 2010. Et donc là, en 2021, donc 11 ans après quand même, c'est énorme. Le tout à 47 balais, incroyable. Alors certes, hein, il faut le dire, il figurait hein, dans les favoris. Hein. Donc c'est quand même pas la surprise du siècle. Hein. Il figurait dans le peloton de tête, notamment, surtout après sa bonne promo là qu'il a faite pour son retour lors du dernier Raw, une promo émouvante, mais il semblait du coup être dans les favoris. Mais dans la semaine, il semblait quand même avoir perdu un peu de momentum. Au profit notamment d'un Bryan, d'un Keith Lee, d'un Biggie, ces noms-là là, qui ressortaient, voire Lesnar même. Mais bon, Keith Lee, vous voyez bien qu'il ne serait pas du Rumble de toute façon, hein, surtout après le test positif au Covid de Mia Yim, malheureusement. Mais voilà, il était moins favori, Edge, donc ils ont quand même réussi à nous surprendre, hein, c'est ça, il faut le dire, hein, il faut le reconnaître. Et donc Rollins revenait en force, comme favori.
Et donc voilà, ils auront eu le mérite de nous surprendre, mais le choix en lui-même, bon bah le choix, il peut poser question, parce que voilà, je l'aime bien Edge, hein, je pense qu'on est nombreux à bien l'aimer, mais on est en 2021. On est en 2021. Et a-t-il vraiment besoin de cette victoire? A-t-il vraiment besoin de ça en 2021? Lui qui est part-timer. Est-ce qu'il n'aurait pas été finalement plus judicieux de faire comme les femmes en faisant gagner une nouvelle tête? Et quelqu'un en qui la WWE croit et sur qui il mise pour l'avenir? Est-ce que finalement c'est pas une balle dans le pied tout ça, dans laquelle une balle dans le pied de la WWE, puisque c'est-à-dire que le résultat d'une WWE qui a du mal à créer des stars, des nouvelles stars, à force de se reposer sur ses vieilles gloires, comme d'habitude, celles dont Vince McMahon rêve chaque nuit. Et même si c'est pas pour un jeune, pourquoi ne pas faire aussi confiance à un mec plus établi dans le main roster, mais dont une victoire au Rumble aurait pu aussi lui être profitable? Même Bryan, qui n'avait jamais gagné le Rumble, c'était ça l'histoire. Il avait encore quelque chose à faire pour son dernier run, pour affronter Reigns par exemple, ça pouvait s'écrire. Voilà, Sheamus, évidemment, Cesaro, Nakamura, AJ Styles, il y avait d'autres choses à faire. Alors, je trouve ça un peu dommage. Le pauvre Keith Lee, évidemment, oui, comme je vous disais, bon, bah, qui n'a pas pu participer. Il aurait certainement eu je pense, une belle exposition. Bon, il aurait certainement pas gagné, hein, de toute façon, ça n'aurait rien changé, mais il aurait pu avoir son mot à dire. C'est dommage. La victoire de Rollins ne m'aurait pas forcément plu en soi, car il aurait risqué de tourner face pour affronter Reigns et avoir une énième storyline du Shield, quoi, qu'on connaît par cœur. Et puis Rollins en face, c'est pas terrible, c'est bien moins efficace qu'en heel. Et puis voilà, moi je veux bien que Cage ait été émouvant à Raw dans sa promo, en évoquant sa mère décédée, sa volonté de se battre, et de gagner ce Rumble à tout prix pour récupérer ce titre de champion qu'il n'a jamais perdu, lorsqu'il a dû le rendre pour prendre sa retraite. Mais c'était pas nécessairement ce que j'avais envie de voir en main event de WrestleMania en 2021. On savait de toute façon qu'Edge était parti pour être dans l'un des gros matchs de WrestleMania, les fameux 4 gros matchs dont on parle, hein, 2 matchs dans la soirée, dans la nuit 1 et 2 matchs dans la nuit 2. Il aurait été de toute façon dans l'un des gros matchs, mais pour la ceinture, c'était franchement pour moi pas nécessaire. On pouvait que ce soit voilà, on pouvait le remettre face à Orton ou à un autre, mais pour le titre, ça m'embête. J'ai pas envie de le voir à cette place-là, en fait. Pour moi, c'est pas la sienne. Si ça se trouve, alors attention, si ça se trouve, Orton prendra le titre à l'Elimination Chamber et on aura Edge contre Orton pour donc le numéro 3, le match numéro 3 pour le titre VVE à WrestleMania. C'est pas impossible qu'ils le fassent. Edge contre Reigns, ils en seraient capables. Mais j'arriverai pas à croire que Edge peut gagner et inquiéter Roman Reigns. Edge contre Drew McIntyre, face contre face. Je suis pas du tout investi là-dedans et j'y crois pas du tout. Bref, on va dire que ça a l'avantage de laisser plein de pistes ouvertes. Donc si on doit trouver un avantage à cette victoire de Edge, mais j'ai cette triste impression que cette victoire n'a pas servi à grand chose en soi. J'aurais trouvé plus intéressant dans l'écriture que Edge fasse un peu comme Bryan d'ailleurs, c'est-à-dire le gars qui dit bon voilà il faut que je gagne sur Rumble à tout prix machin. Bryan qui disait parce qu'il l'avait jamais gagné, Edge parce que voilà il avait besoin de gagner ça en pensant à sa mère et à ce titre qu'il avait durant de vacances et essayer de le récupérer, ça pouvait s'écrire, mais que quelqu'un lui brise son rêve, un Orton ou un autre. Mais qui se fasse voilà couper l'herbe sous le pied, qui se fasse éliminer vraiment un peu à la dernière minute. Après un Rumble fantastique, voilà, marathon, hein, puisqu'il a été évidemment l'Iron Man du match. Et du coup, ça aurait lancé la feud à WrestleMania. Voilà, ça j'aurais préféré ce genre d'écriture. Ça aurait lancé sa première feud, enfin sa grosse feud pour Mania. Voilà, mais pour le mettre en challenger numéro 1, ça m'embête vraiment. Ça c'est vraiment, mais c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en a qui sont très contents de ce choix. Voilà, moi j'aimais un peu plus de crainte, de bémol. Et voilà, je suis pas hyper convaincu par le choix du vainqueur. Sinon le match, bah c'est un peu comme les filles, je dirais il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses. Il y a eu des petits rappels historiques sympas entre Edge et Christian bien sûr, la team Elno, The Bar, notamment des rappels des feuds actuels, hein, comme New Day et Mustafa Ali et Retribution au sens large, Bobby Lashley et Riddle, Corbin et Mysterio.
Par contre, rien entre Otis et Bryan. J'ai trouvé ça bizarre. D'ailleurs, on n'a pas vu Gable non plus. Mais je sais pas, les deux auraient pu faire l'objet d'un angle comique avec les hips. Ben, c'était un truc dont on parlait depuis plusieurs semaines, donc ils auraient pu faire au moins un truc là-dessus. Et finalement, que dalle. Retribution, donc qui n'accompagne pas Ali, c'est dommage, parce que bon, Omos, on voit qu'il intervient, donc pourquoi pas Retribution. Voilà. Mais peut-être que, comme je vous disais, c'était lié peut-être au Covid et qu'ils ont préféré être mis aussi sur le bas-côté. Wyatt, complètement absent. Alors ça, c'est la grosse absence du match. Pas d'intervention de Bliss aussi sur Orton. Hein. C'est vrai que Orton venait juste de lui porter un RKO et de lui coûter un match de championnat lundi dernier, mais on s'en fout apparemment. Hein. Intervention de Bliss, ça l'intéresse pas. Orton qui n'a plus de brûlure au visage, c'est normal. Est-ce qu'ils ont au moins en tête encore cette feud? Est-ce qu'ils se souviennent qu'elle existe entre Orton et Bliss et Wyatt à distance? Parce que là, il n'y a eu aucun rapprochement durant la soirée. Hein. Rien. On a revu un peu la Bliss surnaturelle vite fait, enfin ils ont commencé le début, mais aucun rapprochement avec Orton hein, pour le coup. Comme s'ils avaient tout effacé, ils vont pas effacer quand même la storyline quand même. Et j'espère qu'ils vont la reprendre, ça serait quand même incroyable. Mais bon, ça c'est quand même ne pas l'avoir du tout mentionné dans la soirée, c'est bizarre. Un tel manque de suivi, c'est quand même incroyable. Aussi de belles mises en avant, il faut le dire, comme Riddle, hein, qui pour moi aurait été le MVP de ce Rumble, ainsi que Damien Priest pour ses débuts, hein, à la manière de Ripley, hein, il aura su montrer ses qualités, ça c'est sûr, une belle mise en avant, hein, Kane l'aura apprécié, ce fut le seul représentant d'ailleurs de NXT ici, hein, dans le Rumble masculin, c'est ce que je vous disais hein, dans ma vidéo pronostic, parce que je voyais pas grand monde, un peu comme l'année dernière, reste à voir, de monde de NXT, hein, je veux dire, reste à voir dans quel brand il va finir, hein, parce qu'il a l'air d'être peut-être plus parti pour Raw, mais c'est à confirmer. Des passages creux quand même dans le Rumble, comme Miz, Morrison, Bad Bunny, Gregory Helms qui servait à rien, Jeff Hardy qui n'aura fait qu'entrer et sortir, Nakamura, assez transparent également, Dominique, seulement 2 minutes de présence, le temps de sortir Corbin, Lashley, 4 minutes seulement, hein, le mec quand même, qui est quand même booké fort, 4 minutes de présence. Ça aurait pu être mieux traité que ça, je pense. Notamment autour du hard business, hein, qui était absent lui aussi des débats. C'est un peu dommage. AJ Styles, hein, auteur d'une prestation finalement assez quelconque, et finalement pas mal éteint par Omos, hein, qui leur a finalement beaucoup aidé au final. Un retour assez timide et bref pour Rollins et un Braun Strowman, comme d'hab assez fort, impressionnant, mais sur qui l'on ne compte jamais pour gagner quelque chose d'important. Parce que le titre universel, c'était pour dépanner en l'absence de Roman Reigns. Il faut pas se leurrer. Bref, toujours pareil hein, pour Braun Strowman. Christian aura quand même bénéficié d'une étonnante mise en avant, hein, qui est forcément reliée à ce qu'ils ont raconté autour de Edge, hein, forcément. S'il n'y avait pas eu Edge, on n'aurait pas eu de mise en avant de Christian de la même façon, hein. Ça c'est sûr. Le retour de Carlito aura fait plaisir à voir, hein, après le couac du Raw Legends, hein, puisque il avait été annoncé dans le Raw Legends, et puis finalement bah, il y a eu complètement une sorte de malentendu où Carlito nous a dit bah, en fait non, j'ai jamais été invité. On m'annonce moi, mais j'ai jamais été invité. Donc je pense que voilà, il y a eu ce couac, donc c'était peut-être une façon de voilà d'effacer l'ardoise et de se racheter, hein, cette présence de Carlito. Je vais donner au final un 3 étoiles 25 à ce Rumble, donc un poil plus haut que le Rumble féminin. Donc c'était quand même globalement un Rumble masculin pas si mal que ça, hein, plutôt correct, qui était bien plus classique hein, que le Rumble de l'année dernière dans sa conception, hein, forcément. Il était très spécial l'an dernier, donc c'était un retour à un Rumble plus classique, un peu comme les femmes d'ailleurs. Il n'était pas catastrophique en soi, mais c'est finalement plus le vainqueur qui me laisse, on va dire, un peu perplexe en réalité. Voilà, parce que sinon, ils ont raconté 2-3 petites histoires. C'est ce que j'attends dans un Rumble match. J'attends d'avoir des petites émotions, des choses comme ça. Voilà, bon, peut-être la déception du numéro 30. Aussi, j'attendais un gros retour, mais bon. Rollins, quoi, c'est pas non plus le retour du siècle, hein, il faut le dire. Le bilan maintenant. Le bilan, alors qu'on arrive à 1h30 de vidéo. Un Royal Rumble hein, qui est quand même en dessous de celui de l'an dernier, à mon sens. Hein, et l'absence de public n'aide forcément pas, hein, bien évidemment. Peu de matchs réellement de qualité et dignes de figurer dans les tops de fin d'année. Hein. Le kick-off est complètement oubliable et c'est même pas la peine de le regarder. L'opener, inintéressant. Hein, un match que j'ai déjà vu 1000 fois.
hein, croix, carré, triangle, triangle, carré et rond, j'en ai ras le cul. Carmella contre Banks de faible niveau, 2 Rumble match, allez, plutôt correct, hein, correct, hein, pas dégueulasse, pas catastrophique, sans être exceptionnel, quoi, voilà. Ça se laissait regarder. Rumble féminin sans doute meilleur que celui de l'an dernier, que j'avais pas trouvé assez travaillé. Là, on sent quand même qu'ils ont un peu travaillé le truc. Rumble masculin, par contre, que j'ai trouvé en dessous de celui de l'an dernier, hein, qui était celui de l'an dernier, l'un des meilleurs, je pense, de l'histoire, il faut le dire. Reigns contre Owens fut dans ma notation, on va dire, le match de la soirée, mais vraiment sans être incroyable non plus, hein, de par ses longueurs et son finish complètement botché qui gâche un peu le truc et qui n'empêche pas Reigns de s'imposer vraiment avec une insolente facilité, quoi. Très très facile. Je ne digère toujours pas ce spot un peu entre guillemets un Mick Foley, hein, dont Owens se relevait trop facilement comparativement à celui de SmackDown qui l'avait absenté pendant 2 semaines. Ça, je digère pas. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais note globale du show, voilà, on va passer à la note globale. Je vais lui mettre un 2,75, hein, presque 3, on va dire, 2,75, 3. Hein, je navigue entre ces deux notes. C'est donc un show moyen plus, on va dire, qui commence cette nouvelle année. Voilà, on commence pas très très fort, il faut le dire, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est pas le meilleur des départs, mais on va tâcher de garder confiance dans cette road to WrestleMania qui démarre à peine, mais je ne suis pas, on va dire, d'une extrême confiance pour l'avenir, je vous l'avoue. J'espère que ça va être bien construit, qu'on va avoir des bons matchs, des belles feuds pour WrestleMania, notamment ces fameux 4 gros matchs. Puisque il y a aussi l'histoire que visiblement John Cena aussi on annonçait ne sera peut-être pas là, puisqu'il il sera en tournage jusqu'à l'été. Tout dépend de la vitesse du tournage en fait, hein. Ça a l'air d'être jouable, mais Cena avait l'air d'être très pessimiste quant à sa présence à WrestleMania. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette longue review du Royal Rumble 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker ma vidéo, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est facile. Likez ma vidéo au plus grand nombre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour continuer à me suivre et à écouter mes vidéos pronostiques et mes vidéos review de pay-per-view. Mes amitiés comme d'habitude avec Papy Catch, à J. Maxence, à Enzo et Cody des Rébus du Catch, à tous ceux qui me suivent sur Twitter. Je pense à Gino Lamafroide aussi, qui réagit souvent et qui fait toujours des commentaires très pertinents et assez remarquables. Je vous invite aussi à vous abonner à son compte Twitter. Voilà, à Sofiane aussi que je salue. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement la vidéo pronostic de l'Elimination Chamber. On va voir vers où ils vont nous emmener. Ça reste très très ouvert. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zero miedo. Ciao à tous.